Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs, pour notre couverture de la flotte britannique du Pacifique. Après s'être réapprovisionnée dans le golfe de Leyte, la flotte britannique du Pacifique était de retour au large de Sakashima le 4 mai 1945, comme indiqué à la fin de la vidéo précédente. Une force de porte-avions d'escorte américaine avait tenté de maintenir la pression sur les aérodromes japonais, mais manquait d'effectifs. Et les opérations aériennes sur l'île s'étaient en partie rétablies. L'augmentation des opérations aériennes japonaises s'était alors fait sentir. Comme l'Enterprise et l'Intrepide avaient été endommagés au large d'Okinawa et forcés de se replier, le United States Ship Shangri-La était arrivé pour prendre le relais dans une certaine mesure. Mais lorsque vous combiniez la perte des services de l'Enterprise et de l'Intrepide avec les porte-avions précédemment endommagés au cours des dernières semaines, le groupe de tâches 582 a dû être complètement dissous, les porte-avions restants du groupe, le Randolph et le porte-avions léger Independence, étant envoyés pour renforcer les groupes de tâches 583 et 584 désormais réduits. Mais avec le retour autorisé des porte-avions d'escorte à Okinawa, un soutien aérien accru était de nouveau disponible pour les troupes au sol. Les nouvelles positions de lancement pour la flotte britannique du Pacifique la plaçaient un peu plus directement entre les îles Sakashima et Okinawa. Les assaillants japonais devaient donc chercher la flotte au lieu de retourner à l'ancien point de lancement. Cela faciliterait aussi l'interception de toute attaque japonaise contre les forces américaines. Qu'ils décollent des aérodromes de Sakashima ou de Formose, puisque ces avions utiliseraient les aérodromes de Sakashima comme point de navigation. D'abord, le sang a coulé à l'aube lorsqu'un petit nombre d'avions japonais, probablement à la recherche de la flotte britannique du Pacifique, se sont approchés. Et ils se sont ensuite enfuis rapidement après qu'un de leurs héros ait été attaqué et abattu par la patrouille de combat aérien. Les Avengers ont commencé à décoller des ponts d'envol du porte-avions à 06h05 en direction de Miyako, tandis qu'un autre groupe d'Avengers se préparait à attaquer Ishigaki. Plus tard dans la journée, comme prévu, les deux aérodromes ont opposé une forte résistance anti-aérienne, mais la flotte avait prévu cela en deux temps. Premièrement, les premières vagues de chasseurs, comme ils l'avaient fait auparavant, seraient complétées par des passages continus de chasseurs pendant l'offensive des bombardiers afin de maintenir les canons anti-aériens sous pression autant que possible. Et deuxièmement, 5 croiseurs soutenaient les deux cuirassés, King George V et Howe, alors qu'ils s'approchèrent des îles pour un tir direct. Après que les canons anti-aériens aient révélé leur position, les deux navires de ligne ouvraient le feu de contre-batterie avec leurs canons de 14 pouces, supposant que les installations anti-aériennes légères et moyennes n'étaient sans doute pas protégées contre des 14 pouces, un membre d'équipage du King George V racontera plus tard. Une tourelle a tiré 4 obus de réglage que nous avons tous pu voir frapper l'île. Une haute colonne de fumée noire et de poussière marquait leur impact sur une colline lointaine. Les 3 croiseurs armés de canons de 6 pouces tiraient rapidement sur les défenses anti-aériennes de l'île, offrant un spectacle impressionnant. Mais il fallait vite se mettre à l'abri quand les canons de 14 pouces entraient en action. Tout intérêt que j'avais à regarder les croiseurs ou nos propres obus frapper l'île. Quiconque se trouvait sur l'aire de pointage pouvait s'accroupir derrière le bastingage de sortie ou tout autre abri sur notre plateforme ouverte. Je me concentrais à écouter le gong d'alarme incendie près du directeur principal au centre de l'aire de pointage. Mon poste de combat était à la base de sa tour de soutien, le directeur juste au-dessus. Le gong d'alarme incendie précédait le tir des canons de 14 pouces d'une seconde ou deux, et c'était juste assez de temps pour s'accroupir sur le pont et se protéger de la déflagration des canons. Quelques minutes après le début du bombardement, nous avons perdu la communication avec l'avion de repérage, mais le tir est resté précis durant 50 minutes. Les deux cuirassés ont pilonné les aérodromes avec leurs 14 pouces. Les photos de reconnaissance après le bombardement ont confirmé les lourds dégâts causés par les puissants obus de 14 pouces aux pistes, avions stationnés et installations de l'aérodrome. Nos problèmes de communication avec nos avions étaient dus à nos postes Very High Frequency et Haute Fréquence. Le problème a persisté et peu après, nous avons dû confier le contrôle de notre patrouille aérienne de combat au Howe. Bien que l'opération connaissait un succès local significatif, elle présentait un problème stratégique plus large. Cela signifiait qu'un nombre important des plateformes anti-aériennes lourdes de la flotte britannique du Pacifique, et surtout certains des radars les plus modernes, et les équipages chargés de les faire fonctionner n'étaient pas avec la flotte de porte-avions. Et donc, lorsque les Japonais ont contre-attaqué, environ 1 heure après le bombardement, la force avait quitté la formation avec les porte-avions. Certains ennemis ont réussi à passer, même si cela leur a demandé beaucoup d'efforts et un peu de ruse.
D'abord, 4 petites formations ont commencé à s'approcher depuis l'ouest, l'une d'elles a commencé à tourner autour de la flotte vers le sud, ainsi une partie de la patrouille aérienne de combat a été envoyée pour s'en occuper, l'attention étant concentrée sur le suivi de ce groupe et des 3 autres restés à l'ouest. Mais certains grands navires et leurs radars étaient absents. Il semble qu'un 5e groupe d'avions se soit approché peu de temps après sous un angle différent et l'on a supposé qu'il venait à basse altitude. Vers 11h30, Vigie aperçut des avions japonais plongeant hors de la couverture nuageuse basse juste au-dessus de la flotte. Un 0 a foncé vers le Formidable où 11 Avenger étaient déplacés sur le pont d'envol. Le porte-avions, et en fait toute la formation, effectua une série de manœuvres d'évitement et la première attaque ennemie fut contrainte de se transformer en mitraillage. Ce n'était pas idéal, mais ce n'était pas non plus catastrophique. Mais ensuite, le pilote fit monter l'appareil en effectuant un virage ascendant, réalignant son vecteur d'approche avant de plonger directement vers le porte-avions. Les canons antiaériens l'ont pilonné, mais il était déjà en piqué terminal, ce qui signifiait que les impacts de 20 mm faisaient simplement qu'il arrivait déjà en feu. Il transportait aussi une bombe de 500 livres qui a explosé à l'impact, détruisant l'appareil japonais. Un autre 0 a tenté de profiter de la situation. Mais certains chasseurs de la patrouille de combat, les Seafires, furent alertés de l'arrivée des assaillants peu après le début de la pluie d'avions japonais, et ils ont réussi à pourchasser le 2e 0 et à le détruire avant qu'il n'atteigne sa cible. Le pont d'envol blindé du Formidable a fait la majeure partie du travail pour lequel il avait été conçu, en maintenant l'essentiel de l'explosion à l'extérieur. Mais un gros éclat, déplacé par la force de l'impact et de l'explosion, a traversé le navire de part en part, sectionnant des conduites de vapeur dans la salle des chaudières centrales et perforant un réservoir de fioul. La fuite de vapeur a obligé à évacuer les compartiments centraux des machines. La vitesse du porte-avions serait alors limitée à 24 nœuds jusqu'à correction de la situation. En haut, l'un des Avengers a été projeté par-dessus bord par l'explosion, un autre a pris feu et les 9 restants ont été endommagés à la fois par la rafale de mitrailleuses, l'explosion, puis les éclats d'obus qui ont suivi. Cependant, les hélices bâbord et tribord étaient toujours opérationnelles. Le navire a donc viré pour que le vent éloigne le feu et la fumée des équipes endommagées. Bientôt, un membre légèrement irrité de l'équipage du hangar a alors appelé la passerelle pour signaler que l'eau et la mousse anti-incendie, qui étaient abondamment pulvérisées sur le pont d'envol, fuyaient dans son hangar propre et bien entretenu, à travers des trous de rivets arrachés et une légère ouverture entre 2 plaques de blindage. Ainsi, une combinaison de bois et de béton a été apportée pour combler la bosse. Puis un soudeur est arrivé avec de la tôle fine pour recouvrir le tout une fois que c'était à peu près nivelé. Cela signifiait que les opérations de vol étaient en fait déclarées rouvertes dès 5 heures de l'après-midi, avec un total de 8 morts et 47 blessés, bien que quelques-uns des blessés succomberaient plus tard à leurs blessures dans les semaines suivantes. Il restait seulement à réparer les conduites de vapeur et à trouver un électricien pour reconnecter le tout. Une grande quantité de câbles sectionnés, car l'explosion et les éclats avaient coupé l'alimentation et les données de toutes les antennes radars du navire, sauf une. Les avions que Formidable avait déjà en vol devraient d'abord se poser sur d'autres porte-avions, mais ils pourraient revenir progressivement au cours des prochains jours. Vers 2 heures du matin, le 5, soit environ 14 heures après l'impact initial, la vapeur avait été évacuée avec succès de la salle des chaudières centrales. L'accès a été rétabli grâce à l'utilisation judicieuse de quelques marteaux. Les conduites de vapeur avaient été réparées, puis les chaudières avaient été rallumées. À l'aube, le navire fonctionnait de nouveau à pleine puissance, bien que les réparations soient bien sûr de nature temporaire et qu'il faudrait finalement des travaux à quai pour les rendre permanentes. Pendant que le Formidable était attaqué, une autre paire de kamikazes s'en était prise à l'Indomitable. Un des avions, touché par les canons Oerlikon de 20 mm, a été criblé de balles, mais la puissance de feu des canons antiaériens légers était insuffisante pour le faire exploser. L'avion paraissait continuer sa chute droit sur le pont, mais à la dernière seconde, les canonniers ont dû toucher quelque chose d'important. Soit ils ont sectionné ou peut-être bloqué un câble de commande, ou même touché le pilote car l'appareil a commencé à redresser. Soit cela, soit le pilote pensait que son piqué serait trop court. Mais dans tous les cas, cela a entraîné l'écrasement de l'avion sur le pont d'envol, mais avec un angle un peu moins prononcé, cette fois contre le pont d'envol d'un porte-avions de classe Essex. Cela aurait suffi pour qu'il entre dans le hangar, mais face au blindage du pont de l'Indomitable,
Cela signifiait que l'avion glissait simplement sur le pont sous sa propre puissance avant que le rebond ne le projette par-dessus bord, où il explosa sans danger dans la mer. Quelques antennes radar furent les seules victimes, et certains membres de l'équipage durent bientôt être dissuadés de ramasser des souvenirs faits des divers morceaux d'avion brisés laissés éparpillés sur le pont. Cela et quelques éraflures de peinture étaient presque les seules preuves de l'impact. Un autre kamikaze arriva peu après. Mais il était assez loin quand il a été touché, donc il s'est écrasé près de la mer. Un marin du Formidable a écrit « La preuve de notre deuxième victime japonaise était un œil ramassé par un matelot. Avec un humour étrange, il l'a placé dans une boîte d'allumettes qu'il ouvrait soudain devant des camarades sans méfiance. Nous avons atterri peu après une attaque. Il s'était réfugié temporairement sur le Victorious et continuait, comme si de rien n'était, à rapporter l'amiral Vian. Bien éteint, il ne restait plus de mousse extinctrice, et c'était gratifiant de recevoir de l'Uganda notre plus sincère admiration. Il était surprenant de constater que l'équipage du canon automatique, qui avait été englouti par les flammes, allait en fait plutôt bien. L'équipement anti-flash, fait d'un matériau très chaud, prouvait bien son efficacité malgré l'inconfort. Ce qui était moins rassurant, c'était le simple fait que nos Oerlikon n'avaient tout simplement pas une puissance d'arrêt physique suffisante. Nos deux adversaires, gravement touchés, ont continué à avancer, sans doute aidés par le givrage des commandes à grande vitesse. Le nouvel implacable, disait-on, avait un canon Bofors quadruple de gros calibre, et nous espérions qu'un équipement similaire serait installé lors de notre prochain passage à Sydney. En milieu d'après-midi, les cuirassés et les croiseurs étaient revenus, et le réseau de radars et de canons anti-aériens était de nouveau complet. Grâce à cela et à la patrouille aérienne de combat active, plusieurs autres attaques ennemies furent repoussées, avec un dernier assaut à 17h20 où chaque assaillant fut abattu par les Seafires. Avant qu'ils atteignent la portée anti-aérienne de la flotte, racontera plus tard un officier de la Royal Navy. Les porte-avions américains n'avaient pas de pont d'envol blindé à cette époque. Ils avaient simplement un pont léger en bois ordinaire et des plaques d'acier. Je pense qu'ils n'ont jamais suivi notre modèle, car marcher sur 375 pouces d'acier sous la chaleur est très pénible pour les pieds. Nous estimons que le pic de chaleur se produisait vers 15 ou 16 heures l'après-midi. Et donc, mon commandant R s'est amusé un jour à casser un œuf sur le pont d'envol. À ce moment-là, il était légèrement frit, mais pas vraiment dans un état comestible, en environ 7 minutes et demie. Et c'est sur ça que vous deviez marcher. Un kamikaze touchant un porte-avions américain entraînait environ 3 mois de réparation en cale sèche. Si un kamikaze frappait un porte-avions britannique, il suffisait de balayer les débris par-dessus bord. Un grand ami à moi, un ancien pilote qui était officier de liaison au quartier général américain à Honolulu, m'a raconté cela. Lors d'une réunion du personnel, la première attaque kamikaze contre le porte-avions britannique Formidable a été signalée un matin. La fin du message disait « De retour en action d'ici 16 heures ». Le personnel américain a éclaté de rire autour de la table en disant « Ah, c'est britannique, encore une fois ». Le lendemain matin. Quand ils ont appris qu'elle était de retour en action à 4 heures de l'après-midi, ils ont changé de ton assez rapidement. Les frappes de suivi sur les aérodromes japonais le 5 ont signalé beaucoup moins d'opposition de la défense contre avions et énormément de grands cratères là où certains de ces canons anti-aériens se trouvaient la veille. Les efforts aériens japonais semblaient s'être épuisés pour le moment. De plus, la seule action fut un avion de reconnaissance abattu par des corsaires de la patrouille de combat aérien dans la soirée du 5. La flotte est partie se ravitailler. L'équipage du Formidable en a profité pour apporter quelques belles finitions à leur réparation du pont afin de le rendre bien plat. Et avec l'expérience de l'opération précédente, la flotte était de retour en position le 8, le jour où l'Allemagne s'est rendue à l'autre bout du monde. Le mauvais temps faisait qu'il ne se passait pas grand-chose d'intéressant. Mais le 9, les choses allaient un peu mieux. Et les frappes aériennes ont pu annuler toutes les réparations que les Japonais avaient effectuées sur leurs aérodromes au cours des derniers jours. En fin d'après-midi, une formation ennemie volant à basse altitude a été détectée à courte portée alors qu'elle franchissait l'horizon radar. La patrouille de combat aérien en a abattu la majorité, mais quelques appareils ont réussi à passer et foncent vers le Victorious. Le premier arrivé a été criblé de balles par les Oerlikon, mais il a quand même réussi à s'écraser sur le pont d'envol du Ford, mettant hors service la catapulte, un canon anti-aérien de 45 pouces, et endommageant le moteur d'un ascenseur avant, qui fonctionnait encore, mais plus lentement. Sinon, seule une petite bosse sur le pont d'envol a été notée.
Peu de temps avant, un deuxième avion s'est écrasé sur un groupe de corsaires qui avaient été alignés à l'arrière du navire avant le début des attaques. Encore une fois, touché, en feu, mais pas stoppé. Ce kamikaze a traversé 4 corsaires, puis a rebondi sur le blindage du pont d'envol avant de tourner jusqu'à la mer. 2 autres kamikazes avaient survécu à la patrouille, et l'un semblait viser le Victorious avant de changer d'avis pour attaquer le cuirassé Howe. Au lieu de cela, le Howe a violemment dissuadé le pilote de cette idée, et son tir anti-aérien intense semble avoir tué le pilote alors que l'appareil approchait en planant doucement, puis a simplement survolé la poupe du navire avant de finalement s'écraser en mer. Le dernier kamikaze s'est dirigé vers le Formidable, puis a changé de cap pour attaquer l'Indomitable. Cette fois, cependant, le tir anti-aérien a peut-être été un peu trop efficace, car après avoir criblé le kamikaze, celui-ci a effectué une brusque embardée juste au moment où il passait devant le Formidable. Certains ont pensé que cela venait d'une défaillance structurelle majeure, comme une aile arrachée. D'autres pensaient que le pilote était peut-être encore vivant d'une certaine manière et avait regretté son changement de trajectoire de dernière minute. Dans tous les cas, le kamikaze s'est écrasé sur le parc d'envol du Formidable. Cela a détruit 18 des avions qu'elle s'apprêtait à lancer, mais n'a fait que peu de dégâts supplémentaires au navire en moins d'1 heure. Après extinction des incendies et enlèvement des avions endommagés, le passage fut libre. Elle était à nouveau opérationnelle, mais son groupe aérien ne comptait plus que 15 avions en état de marche à cause des pertes cumulées. L'amiral Rawlings rappela les porte-avions d'escorte américains pour les remplacer temporairement pendant que la flotte se rendait au point de ravitaillement et de rendez-vous où les blessés étaient débarqués et les groupes aériens réapprovisionnés. Pendant ce temps, la flotte britannique du Pacifique changea de tactique. Puisque les kamikazes avaient décidé que les attaques à haute altitude ne fonctionnaient pas, ils étaient passés à des opérations à basse altitude, ce qui signifiait que même le radar ne les détectait qu'à la toute dernière minute. Ainsi, 2 destroyers servaient de piquets radar dans la direction habituelle de l'ennemi, chacun contrôlant sa propre patrouille aérienne de combat. La flotte pourrait ainsi détecter et engager les frappes à basse altitude plus tôt, tandis que la patrouille aérienne principale n'aurait à affronter que les avions ayant franchi la première défense. Et cela signifiait aussi qu'une patrouille aérienne de combat était disponible au cas où ces premières attaques s'avéreraient être des leurs. Les croiseurs anti-aériens de classe Dido qui accompagnaient la flotte ont également été rapprochés des porte-avions et un destroyer a été placé juste derrière chaque porte-avions afin d'ajouter de la puissance de feu dans cet arc, car la majorité des attaques réussies venaient de cette direction. Enfin, lorsqu'une attaque aérienne massive a été confirmée, les cuirassés des croiseurs restants s'approcheraient à moins de 2000 yards du porte-avions le plus proche pour permettre à leur batterie anti-aérienne de le couvrir, avec pratiquement toutes les armes, jusqu'aux ourlicans, et ce jusqu'au tout dernier moment. Cet effort a été ponctué par la nouvelle que l'USS Bunker Hill avait été gravement touché au large d'Okinawa, avec plus de 600 victimes dont près de 400 mortels. C'était un rappel brutal de ce qui pouvait arriver à tout moment. Pendant qu'il faisait le plein, l'amiral Weston observait. Pour moi, la partie la plus étonnante de toute l'opération a été l'échec total des sous-marins ennemis à attaquer nos ravitailleurs et notre flotte logistique dont tout dépendait. Pendant le trajet, un groupe de navires de réparation et de ravitaillement, lents mais précieux, naviguait à 10 nœuds, protégés seulement par une demi-douzaine de petites escortes. Qu'auraient fait les U-boots face à une telle cible? Le 12 mai, la flotte reprit position et les frappes aériennes, mais les Japonais semblaient temporairement manquer d'appareils. Et donc, à part les pertes opérationnelles inévitables et quelques appareils endommagés ou abattus par la défense contre avions, la flotte britannique du Pacifique a opéré sans interruption, les avions d'attaque ciblant aussi les convois de troupes, c'est-à-dire des convois de troupes japonaises se déplaçant sur terre, la navigation côtière et en gros tout ce qui bougeait et semblait vaguement hostile. Du moins jusqu'au 18 lorsqu'un accident s'est produit à bord du Formidable. Alors que la flotte faisait à nouveau le plein, l'amiral Rawlings regarda la mer et remarqua de la fumée s'élevant du porte-avions. Plus tard, il écrivit « À 11h04, le His Majesty's Ship Formidable a été observé en feu. » Il s'est avéré que cela avait été causé par un corsaire dans le hangar qui avait accidentellement tiré ses canons sur un Avenger. Ce dernier a explosé.
L'extinction de l'incendie a été compliquée car les rideaux coupe-feu étaient hors service suite aux attaques suicides ennemies. Seul l'usage intensif des pulvérisateurs d'eau salée a éteint l'incendie, mais le coût fut élevé. Les explosions, l'incendie et l'eau salée ont laissé 7 Avenger et 21 Corsair entre perte totale et vol possible mais inutilisables. Le soir, le commandant déclara que le navire pouvait fonctionner avec un éclairage de fortune dans le hangar, remplaçant les circuits détruits par l'incendie. Des dispositions furent donc prises pour remplacer ces avions endommagés dans la mesure du possible et pour que le navire poursuive ses opérations, au moins pour le prochain cycle d'attaque. L'amiral Spruance déclara que la flotte britannique du Pacifique avait été très efficace contre les aérodromes japonais de Sakashima, et que, par conséquent, après le 25, il était heureux de libérer la flotte pour un certain temps. L'amiral Rawlings s'est alors concentré à garantir assez de réparations temporaires et d'avions neufs pour toute la semaine suivante. Il a aussi décidé que, s'il trouvait assez d'avions de rechange, il essaierait de continuer jusqu'à la fin du mois. Le temps du 20 s'est avéré être un mélange de pluie et de brouillard. Le His Majesty's Ship Quilliam, un destroyer, est allé prendre position à côté de l'Indomitable, mais ils ne l'ont su qu'à peu près au dernier moment. Le brouillard dans cette zone particulière de la mer s'est épaissi, réduisant la visibilité encore plus que dans le reste du brouillard. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite est mieux décrit par son capitaine. Là, droit devant, se dressait une falaise sombre, proche mais indistincte, à travers ce que je réalisais maintenant être un brouillard exceptionnellement dense. En arrière tout ensemble, tout à bâbord, il y eut le bruit des gongs de réponse, nous avons senti les tours augmenter, puis nous avons heurté. Aucun de nous sur la passerelle ce jour-là n'oubliera jamais ce que nos yeux nous ont montré. Nous avons vu notre proue s'enfoncer droit dans le flanc de l'Indomptable et s'y enfoncer jusqu'à la bouche d'un canon. Nous étions stupéfaits par cette apparition. Dieu merci. C'est à peine si nous avons remarqué le cri des tôles déchirées qui l'accompagnaient. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai ressenti la douleur de 2 côtes cassées. Puis soudain, tout est devenu silencieux. Nous étions immobiles sur l'eau, enveloppés dans une nappe de brouillard sans vie, seuls comme le vieux marin, sans bruit, sans vue, sans sensation. Sensation engourdie. J'ai coupé les moteurs, je pensais à Indomitable. Elle ne coulera pas, c'est impossible, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai failli la couper en 2. Et où est ma proue? Je ne peux pas les avoir laissées en elle. Voilà ce que je me disais. La lumière s'est faite quand j'ai vu que le pont du Gaillard d'avant s'incurvait vers le bas à son extrémité. Nous l'avions heurté sur son blindage, l'évasement de son flanc avait dévié notre étrave vers le bas et bâbord, le reste de l'épave disparaissant alors de notre vue. Quand le brouillard s'est levé, nous étions seuls sur le vaste Pacifique alors que le soleil se levait sur une mer d'huile. J'ai à peine cru mes oreilles en entendant sur le téléphone bateau-secours que l'Indomptable signalait aucun dégât. J'ai appris plus tard que la longue vue du commandant de l'intendant était fissurée, ce qui l'avait contrarié. Le destroyer His Majesty's Ship. Norman a tenté de remorquer le Quilliam, mais les dégâts et l'étrave tordue rendèrent la manœuvre difficile. Et comme le manque d'avions japonais semblait être un problème persistant, le croiseur Black Prince fut envoyé pour prendre le relais du remorquage. Quelques autres frappes furent lancées à travers des éclaircies dans le mauvais temps, mais les jours suivants ne furent que des variations sur ce même thème. En ce qui concerne la météo, les avions étaient envoyés dès que les nuages et le brouillard le permettaient, et les opérations aériennes étaient interrompues si la visibilité devenait trop mauvaise. Et rien des forces aériennes ennemies ne fut aperçu, à l'exception d'un seul avion de reconnaissance C-6N Mert, qui fut abattu à 8000 mètres par un chasseur de patrouille aérienne de combat grimpant rapidement. Le 21 mai, des signaux furent reçus de l'amiral Halsey indiquant que, lorsque Okinawa serait terminé, il prendrait la relève de l'amiral Spruance, en préparation des attaques directes contre le Japon. Il intégrerait la flotte britannique du Pacifique à la 3e flotte en tant que groupe opérationnel particulièrement renforcé, bien que, par courtoisie, elle continuerait d'être appelée une force opérationnelle. Ayant suivi les rapports de près et avec intérêt, il fut assez impressionné pour vouloir placer la flotte britannique du Pacifique en première ligne avec la force opérationnelle américaine de porte-avions rapides.
Compte tenu de cela, Rawlings a décidé d'accepter la date de départ du 25 mai proposée par Spruance afin de faire réparer, réapprovisionner et réarmer ses navires au maximum possible. De retour en Australie, avant de se diriger vers la côte japonaise, comme le Formidable avait subi le plus de dégâts, il fut libéré le 23 mai pour prendre de l'avance sur les réparations. 2 autres jours de mauvais temps et de frappes aériennes occasionnelles suivirent, mais le 25 s'est avéré être une belle journée claire. Rawlings a hésité à envoyer ses cuirassés bombarder à nouveau des cibles, même si pratiquement tous les avions opérationnels de la flotte étaient déjà partis. Mais il a finalement choisi de rester près des porte-avions au cas où, au final, cela s'est avéré être un excès de prudence. La flotte britannique du Pacifique semblait avoir détruit chaque avion opérationnel dans la région de Sakashima, ou alors les Japonais étaient vraiment très doués pour se cacher. Les Fireflies, armés de roquettes, trouvèrent si peu de cibles sur les aérodromes japonais qu'ils furent envoyés attaquer un petit quai, identifié comme possible base de bateaux suicides, par un Hellcat de reconnaissance. Les Japonais semblaient avoir décidé d'essayer de construire des pistes d'atterrissage supplémentaires, car leurs efforts de réparation sur celles existantes ne pouvaient pas suivre le rythme des cratères que les Avengers de la flotte britannique du Pacifique continuaient d'y creuser. Mais les défenses japonaises étaient tellement dégradées que le sous-marin United States Ship Bluefish, qui avait secouru plusieurs pilotes britanniques contraints d'amérir ces dernières semaines à cause de dégâts de combat, décida de faire surface au large d'Ishigaki un soir et de lancer un bombardement côtier avec un seul canon. De ces efforts de construction qu'elle réussit à accomplir sans aucune riposte de l'ennemi, si ce n'est beaucoup de cris et de cachettes. Au coucher du soleil, le 25 mai, la flotte britannique du Pacifique commença donc à se retirer. La première étape serait la flotte de ravitaillement, puis Manus, et de là, la force se disperserait vers divers ports australiens pour des travaux de réparation plus importants. Le cuirassé King George V et 3 destroyers se séparèrent et prirent la direction de Guam, où les amiraux britanniques et américains les plus hauts gradés se réuniraient pour discuter des prochaines étapes pendant que la flotte descendait vers le sud. Ils ont reçu une note de remerciement du chef de la 5e flotte à l'issue de vos 2 mois d'opération en tant que force opérationnelle de la 5e flotte. En soutien à la prise d'Okinawa, je tiens à exprimer à vous et à vos hommes ma reconnaissance pour l'excellent travail accompli et votre remarquable esprit de coopération. Pour la partie américaine de la 5e flotte, la force opérationnelle 57 a illustré les grandes traditions de la Royal Navy. Spruance. Les journalistes présents dans les 2 flottes semblaient également impressionnés par les reportages du New York Times. Les observateurs navals américains auprès de la flotte britannique du Pacifique s'accordent à dire que l'esprit d'agressivité des hommes et des avions est inégalé dans aucune marine. Personne n'est plus impatient d'entrer en combat que ces hommes. Leur morale est immense. Quelques jours plus tard, Halsey a relevé Spruance et la 5e flotte est devenue la 3e flotte qui devait bien sûr être le nouveau port d'attache de la flotte britannique du Pacifique à son retour. Au cours de ses opérations au large de Sakashima, la flotte a effectué près de 4900 sorties, largué près de 1000 tonnes de bombes et perdu 160 avions pour toutes causes confondues. Pour détailler un peu cela, sur ces pertes, 26 avaient été abattus au combat, 71 étaient des pertes opérationnelles dont pas moins de 61 étaient des Seafire qui s'étaient écrasés à l'atterrissage. 32 avions avaient été perdus lors de diverses attaques kamikazes, les incendiant, et bien sûr, 30 avions avaient été perdus dans l'incendie du hangar à bord du Formidable. D'autres navires arrivaient d'Europe en Australie pour se joindre à eux, et il a été rapporté que cela comprenait le nouveau porte-avions léger His Majesty's Ship Ocean, qui avait été équipé comme un porte-avions de nuit à part entière, avec un radar de recherche aérienne supplémentaire installé et un groupe aérien composé entièrement de chasseurs de nuit Hellcat F6 F5N équipés de radars. Une autre nouvelle arrivée, bien qu'elle soit arrivée un peu plus tôt que les autres, était le porte-avions Implacable, qui s'était entraîné au large de l'Australie, tandis que le reste de la flotte attaquait Sakashima, et l'amiral Rawlings a décidé de l'emmener, ainsi qu'un certain nombre d'autres nouveaux navires, accompagnés de certains vétérans encore en bon état, pour aller titiller la base japonaise désormais isolée de Truk, afin de donner aux nouveaux pilotes et navires une expérience de première ligne. L'Implacable transportait 80 avions, 48 Seafire 11 Firefly et 21 Avenger. Les Seafire testaient avec succès le bombardement en piqué pour élargir leur rôle au-delà des patrouilles aériennes.
Fait remarquable, une journée entière de frappes répétées sur l'île n'a entraîné aucune perte, y compris aucun Seafire endommagé, à l'exception d'un seul walrus qui se trouvait à bord. Le porte-avions d'escorte His Majesty's Ship Ruler, qui accompagnait l'opération en tant que plateforme de recherche et de sauvetage, a malheureusement été emporté par-dessus bord lorsqu'une rafale soudaine a frappé le porte-avions. Les croiseurs ont ensuite bombardé la côte avec la flotte. La seule ombre au tableau ici fut le His Majesty's Ship Swiftshire, qui a recouvert une grande partie d'une île entière, avec des obus de 6 pouces tombant à peu près partout. Mais où était la cible? Malgré de multiples corrections d'un avion d'observation, après une enquête perplexe, il s'est avéré qu'un engrenage était tombé de son ordinateur de contrôle de tir. Et ce système donnait donc des résultats erratiques et changeants en permanence. On a envoyé quelqu'un pour récupérer le mécanisme perdu et le remettre en place. Et plusieurs jours d'opération se sont terminés avec un seul avion perdu à cause des tirs ennemis au sol. Une bonne nouvelle, après de nombreux essais à terre, l'escadrille aérienne de l'Indefatigable, qui s'ennuyait en Australie, avait déterminé que un réservoir largable américain de 89 gallons initialement conçu pour le chasseur P-40 Warhawk s'adaptait en fait plutôt bien sur un support de bombe de 500 livres et pouvait ainsi être utilisé pour augmenter l'autonomie limitée du Seafire jusqu'à un maximum de 4 heures de vol. Le P-40 ayant quitté le service de première ligne en 1944 et étant presque disparu du front du Pacifique en 1945, un officier de la Royal Navy a constaté qu'un grand nombre de ces réservoirs se trouvaient dans un dépôt de l'États-Unis Army Air Force en Nouvelle-Guinée. Il a donc obtenu les services d'un navire, s'est rendu là-bas, et après une demande polie. Cela n'impliquait en rien le transfert d'une quantité importante de matériel de la marine. Le rhum et Non n'ont aucune preuve, la paperasse ayant été mangée par un bunyip sauvage. Il est revenu avec de nombreux réservoirs largables de P-40 et les dossiers du dépôt américain. Les employés ont déterminé que, malheureusement, tous leurs prédécesseurs devaient vraiment être incompétents et qu'ils avaient compté leur stock 3, voire 4 fois. Et clairement, ils n'avaient en réalité plus beaucoup de ces réservoirs largables autrement inutiles dans leur inventaire. De toute façon, il s'est avéré que cette modification totalement non officielle du Seafire s'est révélée extrêmement utile pour le reste de la guerre. Pour l'instant, la flotte britannique du Pacifique se rééquipait rapidement. Halsey voulait les avoir en première ligne et ils étaient déterminés à y être aussi vite que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.